Début juin 1798. Peu après l'aube, le comté de Wexford repose dans un calme trompeur sous un ciel irlandais pâle. Une brume basse s'étend sur les champs autour de Tubernering, s'accrochant aux haies et aux fossés peu profonds creusés par des générations de mains paysannes. La terre est humide. L'herbe ploie encore sous le poids de la pluie nocturne. Quelque part, au-delà des ondulations du terrain, des sabots frappent un sol tassé avec une assurance régulière. La cavalerie britannique progresse le long d'un étroit chemin de campagne. Les sabres pendent librement, les carabines sont solidement fixées. Le rythme des chevaux dressés porte avec lui la confiance de l'Empire. Ces hommes ont déjà traversé des régions en proie au trouble. Ils s'attendent à la fuite. Ils s'attendent à la peur. Ils s'attendent à des paysans dispersés qui se dissoudront au premier éclat d'un uniforme. Ce qu'ils ne peuvent pas voir, ce sont les champs qui les observent en retour. Derrière les talus de terre et les daubépines, des silhouettes demeurent immobiles. Des mains serrent des hampes de bois polies par le travail quotidien. Les pointes de fer des pics ne reflètent aucune lumière. Les respirations sont retenues. Aucun signal n'est prononcé. Le paysage lui-même semble suspendu, comme s'il écoutait. Dans ce silence, l'équilibre entre gouvernants et gouvernés est plus fragile que la brume du matin. La cavalerie avance, inconsciente que discipline. Rang et acier vont être mis à l'épreuve par des hommes qui connaissent chaque creux de ce terrain et qui ont décidé qu'aujourd'hui, la retraite n'est plus une option. À la fin du XVIIIe siècle, l'Irlande vivait sous un système conçu non pour la cohésion, mais pour le contrôle. Le pouvoir politique, la propriété foncière et l'autorité légale étaient concentrés presque entièrement entre les mains d'une ascendance protestante, minoritaire dans la population mais liée par ses intérêts et sa loyauté à la couronne britannique. Pour la majorité catholique et pour de nombreux presbytériens également, la vie quotidienne était structurée par l'exclusion. Les lois pénales limitaient les droits de propriété, interdisaient la participation politique et imposaient un ordre social où l'ascension ne dépendait pas des capacités, mais de l'allégeance. Même si certaines de ces lois furent assouplies dans les années 1790, leur poids psychologique demeurait profondément ancré dans la société rurale. La campagne de Wexford reflétait clairement ce déséquilibre. De petits fermiers travaillaient des terres qu'ils ne possédaient pas, exposés aux hausses de loyers, aux expulsions et à des punitions arbitraires. Les magistrats locaux, souvent issus de la même classe de propriétaires, exerçaient une autorité étendue. Les troupes britanniques et les milices étaient omniprésentes, cantonnées au sein de communautés qui ne leur faisaient ni confiance ni bon accueil. Il ne s'agissait pas seulement d'une fracture économique, mais aussi culturelle, renforcée par la langue, la religion et la mémoire collective. De l'autre côté de l'Atlantique, la Révolution américaine avait déjà montré qu'une autorité impériale pouvait être contestée et vaincue. En France, la Révolution déclenchée en 1789 allait plus loin encore, abolissant la monarchie et proclamant la souveraineté du peuple. Ces événements furent suivis de près en Irlande, en particulier parmi les réformateurs instruits de Belfast et de Dublin. Des pamphlets circulaient. Les idées franchissaient les frontières. La conviction que le changement politique pouvait être obtenu par une action organisée commença à s'imposer. C'est dans ce contexte qu'émergea la Société des Irlandais unis, fondée en 1791. Son objectif affiché était radical pour l'époque, unir catholiques, protestants et dissidents autour d'une identité irlandaise commune, afin de poursuivre une réforme parlementaire et une représentation égale. D'abord constitutionnel dans son approche, le mouvement fut contraint à la clandestinité lorsque le gouvernement britannique répondit par la répression. Les réunions furent interdites, les dirigeants arrêtés ou poussés à l'exil. Au milieu des années 1790, le langage de la réforme céda la place à la préparation de l'insurrection. L'Irlande rurale devint un réseau discret de cellules liées par des serments. Des fermiers, des journaliers et des artisans se réunissaient après la tombée de la nuit, jurant loyauté et secret. Des piques furent forgées dans des granges et des forges, non parce qu'elles constituaient des armes idéales, mais parce qu'elles étaient abordables, familières et pouvaient être produites sans attirer l'attention. La pique, vestige des guerres médiévales, réapparut comme symbole de la résistance de masse. Elle ne nécessitait aucune formation au tir. Elle reposait sur la cohésion, la proximité et la détermination.
Les autorités britanniques observaient ces évolutions à travers le prisme de la sécurité impériale. L'Irlande n'était pas seulement une province agitée. Elle représentait une voie potentielle d'invasion. La perspective d'une intervention française hantait les esprits, renforcée après le débarquement avorté de Bantry Bay en 1796. Les garnisons furent renforcées, les milices élargies, les unités de cavalerie, prisées pour leur mobilité et leur effet de choc, furent déployées pour patrouiller la campagne, disperser les rassemblements et projeter la domination de l'État. Leur présence devait dissuader toute rébellion avant qu'elle ne s'embrase. Au printemps en 1798, cette dissuasion avait échoué. Les arrestations des dirigeants des Irlandais unis en mars et en avril avaient désorganisé la coordination centrale, mais accéléré l'initiative locale. Dans le comté de Wexford, longtemps considéré comme relativement calme, la rébellion éclata soudainement à la fin du mois de mai. Les premiers affrontements révélèrent quelque chose que les commandants britanniques avaient sous-estimé. Lorsque les insurgés choisissaient soigneusement le terrain et agissaient de manière unie, ils pouvaient neutraliser les avantages professionnels de leurs adversaires. La connaissance du terrain remplaçait l'instruction militaire. Le nombre compensait la précision. À mesure que la violence se propageait, les colonnes britanniques se déplacèrent de manière agressive pour écraser la résistance avant qu'elle ne puisse se consolider. Des patrouilles de cavalerie furent envoyées dans les districts contestés, opérant sur l'hypothèse que la vitesse et l'intimidation disperseraient des forces irrégulières. L'un de ces mouvements, au début du mois de juin, allait conduire un détachement d'élite dans les chemins étroits près de Tubernering, où le terrain, la population et le moment s'alignèrent d'une manière que peu de responsables avaient anticipée. Dans les premiers jours de juin 1798, le comté de Wexford était devenu l'épicentre d'une rébellion que ni l'un ni l'autre qu'en ne contrôlait pleinement. Des bandes insurgées se déplaçaient à travers la campagne avec une assurance croissante, s'assemblant non comme des foules désordonnées, mais comme des forces organisées localement, liées par les relations familiales, les appartenances paroissiales et le risque partagé. Les nouvelles circulaient plus vite que les ordres. Chaque escarmouche modifiait les attentes. Les victoires étaient amplifiées. Les défaites durcissaient la détermination. Ce qui avait commencé comme une résistance éparse se transformait en quelque chose de plus dangereux, une croyance. La réponse britannique reposait sur la rapidité et l'autorité visible. Des colonnes furent dépêchées depuis les garnisons de Gorey, Arklow et New Ross, combinant infanterie régulière, milice, yeomanry et cavalerie. Parmi ces forces, les unités montées étaient considérées comme des instruments décisifs. La cavalerie incarnait le contrôle. Sa hauteur, son élan et son entraînement la rendaient redoutable face à des adversaires dispersés. En terrain découvert, une charge de cavalerie pouvait mettre fin à un affrontement en quelques minutes. La doctrine britannique partait du principe que des forces irrégulières, confrontées à l'avance de cavaliers, se disloqueraient et prendraient la fuite. Cette hypothèse façonnait le comportement opérationnel. Les patrouilles progressaient avec assurance le long des routes et des chemins creux, souvent sans soutien d'infanterie. Le renseignement restait limité et filtré par des informateurs loyalistes dont l'influence ne s'étendait pas toujours aux zones contrôlées par les rebelles. Le paysage lui-même était mal compris. Les mêmes et routes encaissées qui semblaient offrir des axes de circulation clairs pouvaient, dans de mauvaises conditions, devenir des couloirs d'enfermement. Tubernering s'inscrivait pleinement dans cette géographie contestée. Ce n'était ni une ville ni une position fortifiée, mais une portion de campagne traversée par des voies étroites, des terrains en hauteur et une végétation dense. Pour les insurgés locaux, le site offrait dissimulation et contrôle des approches. Pour la cavalerie, il représentait un danger déguisé en routine. La zone se trouvait sur les itinéraires utilisés par les forces britanniques pour relier les garnisons aux détachements avancés, ce qui en faisait à la fois un secteur logique de patrouille et un lieu idéal pour une embuscade. Les insurgés qui s'y rassemblèrent n'étaient pas des soldats de métier. Beaucoup étaient des fermiers qui travaillaient les champs environnants depuis l'enfance. Leur connaissance du terrain était intime. Ils savaient où les roues s'enlisaient après la pluie, où les chevaux hésitaient, où les lignes de vue se refermaient. Cette connaissance n'était pas théorique, elle était vécue. Lorsqu'ils se réunirent, ils le firent dans le silence, sans bannière ni signaux visibles, se positionnant derrière des talus de terre et au cœur d'aies qui étouffaient les mouvements et les sons. Le commandement.
Parmi les insurgés, le commandement était pragmatique plutôt que hiérarchique. Les décisions étaient façonnées par le consensus et l'expérience, bien plus que par le rang. L'objectif n'était pas de tenir le terrain, mais de frapper avec une force soudaine, d'infliger des pertes, puis de se replier si nécessaire. La pique, élément central de leur armement, dictait les tactiques. Elle favorisait le combat rapproché. Elle exigeait une discipline dans la proximité. Face à la cavalerie, elle demandait du sang-froid, du timing et du courage. Du côté britannique, la confiance demeurait élevée. Les rapports issus des premières semaines de la rébellion renforçaient la conviction que des démonstrations décisives de force suffiraient à rétablir l'ordre. Les unités de cavalerie, issues de régiments où l'on passait de service, avançaient en s'attendant à rencontrer une résistance désorganisée. Elles progressaient en formation, prêtes à disperser tout rassemblement sur leur route. La possibilité d'une embuscade coordonnée et préparée par de nombreux insurgés n'était guère envisagée. Ce déséquilibre des attentes fut déterminant. Tandis que les insurgés attendaient dans l'immobilité, la cavalerie britannique avançait avec l'assurance routinière de ceux qui pensent maîtriser la situation, sans savoir que leur approche avait été observée, leur itinéraire anticipé et leur élan déjà pris en compte. Lorsque la patrouille pénétra dans les chemins proches de Tubernering, elle le fit persuader de contrôler les événements. En réalité, la situation s'était déjà refermée autour d'elle. La dimension humaine de Tubernering commence bien avant l'instant du contact. Elle prend naissance dans les cuisines, les champs et les granges, là où des hommes habitués à mesurer le temps par les saisons plutôt que par les ordres prirent une décision consciente, tenir leur position. Beaucoup des insurgés avaient leur famille à proximité, des terres en culture, des obligations qui ne s'interrompaient pas avec la rébellion. Leur engagement n'avait rien d'abstrait. Il était immédiat, personnel et irréversible. Une fois rassemblés, il n'y avait plus de retour possible vers la neutralité. Le choix d'attendre en silence le long de ces chemins revenait à accepter tout le poids de ce qui allait suivre. De l'autre côté des haies, la cavalerie britannique incarnait un monde différent. Il s'agissait de soldats professionnels, façonnés par l'exercice, la hiérarchie et la tradition. Le service dans la cavalerie était porteur de prestige. Les troupes montées étaient des symboles d'autorité dans les districts ruraux, des rappels visibles de la portée de l'État. Leur formation mettait l'accent sur le contrôle, la cohésion et l'action décisive. Face au désordre, ils s'attendaient à la domination. Face à des paysans, ils s'attendaient à l'obéissance. Dans leur esprit, la rencontre de Tubernering relevait d'une patrouille, non d'une bataille. Le terrain s'interposa entre ces attentes. La campagne autour de Tubernering était close, ses routes bordées de talus élevés et d'une végétation épaisse. La visibilité y était morcelée. Les mouvements y étaient contraints. Pour la cavalerie, l'élan était essentiel. La vitesse et la formation transformaient le cheval et le cavalier en une force de frappe unique. Sans espace, cet avantage se dissolvait. Les chevaux ralentissaient. Les lignes se resserraient. Les ordres perdaient en clarté. Ce qui semblait être une progression de routine se réduisait à un corridor sans possibilité de manœuvre. L'armement reflétait ces réalités contrastées. La cavalerie britannique était équipée de sabres conçus pour les attaques de taille et de carabines destinées à l'escarmouche. Ces armes reposaient sur la distance, le mouvement et des lignes d'engagement dégagées. L'arme principale des insurgés, la pique, inversait ces exigences. Elle imposait la proximité. Elle favorisait la densité. Dans des espaces confinés, sa portée permettait aux combattants à pied de défier directement des adversaires montés, en visant le cheval comme le cavalier avec une efficacité égale. La pique transformait une résistance statique en barrière mortelle. Le commandement, enfin, façonnait l'affrontement à venir. Le commandement insurgé était local et souple. Les décisions étaient prises par des hommes qui combattraient aux côtés de ceux qu'ils dirigeaient. Il n'existait pas de chaîne rigide à désorganiser. Les signaux étaient simples, souvent visuels, et synchronisés avec l'environnement plutôt qu'avec une horloge. Le commandement britannique, à l'inverse, reposait sur des procédures établies. Les ordres descendaient la hiérarchie. L'adaptation dépendait de la clarté et du temps, deux éléments qui se raréfiaient dès que l'engagement commençait. Il y avait enfin la dimension morale. Pour les insurgés,
Tubernering n'était pas un point abstrait sur une carte. C'était leur terre. Une défaite n'entraînerait pas seulement des pertes parmi les combattants, mais des représailles contre leur communauté. Pour la cavalerie, la mission relevait du maintien de l'ordre. Des pertes étaient envisageables, la défaite ne l'était pas. Cette asymétrie des enjeux aiguisait la détermination d'un côté et émoussait la prudence de l'autre. À mesure que ces facteurs convergeaient, la distance entre l'attente et la réalité se réduisait à un unique tronçon de route où le mouvement ralentissait, où le silence épaississait et où l'instant du contact approchait. La technologie et la tradition façonnaient une nouvelle couche de contraste. La cavalerie britannique portait des armes affinées par des siècles de guerre européenne. Les sabres étaient équilibrés pour le combat monté, leurs lames courtes conçues pour frapper avec vitesse et puissance. Les carabines offraient une capacité de tir à distance, mais seulement dans des moments de séparation et d'ordre. Ces armes supposaient l'initiative. Elles supposaient de l'espace pour agir. À Tubernering, aucune de ces conditions n'était réunie. Le chemin étroit contraignait les mouvements. Les haies supprimaient la distance. Les armes à feu devenaient maladroites. Les sabres se heurtaient non seulement à la chair, mais à une masse de pointes de fer abaissée et solidement tenue. La pique, à l'inverse, était rudimentaire et inflexible. Souvent fabriquée localement, son manche était lourd, sa pointe simple. Elle n'offrait aucune protection autre que sa portée. Pourtant, en nombre et dans un espace confiné, elle neutralisait la plus grande force de la cavalerie. Les chevaux, dressés à la discipline, reculaient devant des barrières denses et des mouvements soudains. Un cheval blessé pouvait briser une formation plus rapidement que n'importe quel ordre crié. À Tubernering, les piques n'étaient pas disposées pour la poursuite, mais pour arrêter l'élan, transformer la vitesse en vulnérabilité. Le commandement sous pression révélait une divergence supplémentaire. Les officiers britanniques étaient formés à imposer l'ordre par les ordres, les signaux et l'exemple. En terrain ouvert, ce système fonctionnait avec précision. Dans une campagne fermée, le bruit, la confusion et les obstacles physiques dégradaient le contrôle. Les ordres ne pouvaient pas circuler plus vite que les événements. Une fois l'élan brisé, l'autorité suivait. Le leadership insurgé fonctionnait autrement. Sans attente de manœuvres complexes, le contrôle reposait sur la préparation. Une fois l'embuscade déclenchée, il y avait peu à diriger. Chaque homme connaissait sa position, sa tâche et le moment d'agir. La perspective de l'adversaire est souvent négligée, mais elle est essentielle. La cavalerie britannique n'entra pas à Tubernering en s'attendant à l'anéantissement. Elle pensait que l'intimidation suffirait. La surprise ne fut pas seulement tactique, mais conceptuelle. L'idée que des forces rurales irrégulières puissent planifier, dissimuler et exécuter une attaque coordonnée contre des cavaliers professionnels contredisait les présupposés dominants. Les premiers signes de résistance furent donc interprétés comme des anomalies, non comme des avertissements, retardant tout retrait ou réorganisation. La morale et la légitimité planaient sur l'affrontement. Les forces britanniques agissaient sous une autorité légale, imposant l'ordre tel que défini par la couronne. Les insurgés agissaient au nom d'une autre légitimité, enracinée dans la représentation, la terre et l'autonomie. L'affrontement n'était pas seulement celui des armes, mais celui des récits. À Tubernering, le choc physique. La défaite de la cavalerie aurait valeur de rupture symbolique. Si l'autorité montée pouvait être brisée ici, elle pouvait l'être ailleurs. Tandis que la patrouille s'enfonçait plus profondément dans le terrain resserré, les derniers éléments s'alignèrent. Les armes furent mises en place, les positions tenues. Les présupposés demeuraient intacts d'un côté, totalement engagés de l'autre. Le temps de la dissimulation s'acheva, ne laissant place qu'à l'action, et la route étroite devant eux n'offrait aucune issue facile une fois l'embuscade déclenchée. L'embuscade de Tubernering se déploya avec une brutalité définitive. À mesure que la cavalerie britannique avançait le long du chemin, sa formation comprimée par des talus élevés et des épaisses, les premiers signes de résistance ne furent pas immédiatement perceptibles. Il n'y eut ni salve, ni sommation criée. À la place, le mouvement éclata à très courte distance. Des silhouettes jaillirent de la dissimulation. Les pointes de pique se levèrent d'un seul geste. Le chemin étroit, quelques instants plus tôt vecteur de confiance, devint un piège sans échappatoire latéral.
Les chevaux se cabrèrent face à la densité soudaine dressée devant eux. L'élan se brisa. L'avantage de la cavalerie se dissipa en quelques secondes. Les sabres, dégainés pour des coups amples, ne trouvaient aucun espace pour décrire leur arc. Les carabines étaient malaisées, difficiles à lever et à faire feu au milieu d'hommes et d'animaux pressés les uns contre les autres. Les insurgés réduisirent la distance avec méthode, poussant les pointes vers l'avant et vers le haut, visant d'abord les chevaux. Un animal abattu entraînait dans sa chute le cavalier et la formation, amplifiant le désordre. Les officiers britanniques tentèrent de rétablir le contrôle, mais les ordres se fragmentaient dans l'espace confiné. La visibilité se réduisit à quelques mètres. Le fracas des sabots, de l'acier et des corps remplaça toute instruction cohérente. L'embuscade avait été déclenchée précisément à ce moment, lorsque la retraite exigeait un demi-tour dans un corridor qui ne permettait aucun demi-tour. Ceux de l'avant étaient repoussés vers l'arrière. Ceux de l'arrière continuaient d'avancer. Le chemin se remplit de confusion. Les insurgés ne se lancèrent pas dans une poursuite désordonnée. Leur force résidait dans la cohésion. Les formations de piques tenaient fermement, avançant pas à pas, de manière mesurée, refusant à la cavalerie l'espace nécessaire pour se réorganiser. Il ne s'agissait pas d'une explosion anarchique de violence. C'était une pression contrôlée, appliquée sur un terrain choisi pour la favoriser. Chaque mouvement insurgé accentuait la compression adverse, là où la discipline ne pouvait plus compenser la géométrie. Les témoignages de l'époque soulignent la rapidité avec laquelle la situation se dégrada. Ce qui avait commencé comme une patrouille se transforma presque immédiatement en lutte à très courte portée. Les pertes augmentèrent rapidement, non à cause d'un combat prolongé, mais de l'effondrement de l'avantage fondamental de la cavalerie. Des chevaux paniqués ou blessés bloquaient les voies de fuite. Des cavaliers étaient désarçonnés, devenant vulnérables sur un terrain qu'ils ne maîtrisaient pas. Le choc psychologique fut aussi décisif que l'impact physique. Pour des hommes formés à dominer par le mouvement et la présence, l'inversion soudaine du contrôle fut profondément déstabilisante. L'autorité ne pouvait plus s'imposer par la charge ou l'intimidation. La survie devenait individuelle plutôt que collective. À mesure que l'affrontement s'intensifiait, il devint évident que l'issue ne se jouerait pas sur l'endurance, mais sur la capacité de la cavalerie à se dégager avant que sa formation ne se désintègre totalement. Or cet instant s'éloignait déjà, tandis que la ligne insurgée poursuivait son avance implacable et que le chemin n'offrait aucun répit. La lutte atteignit sa phase décisive en quelques minutes. Les tentatives britanniques de repli rencontrèrent aussitôt des obstacles. Faire pivoter les chevaux dans le chemin étroit s'avéra presque impossible. Ceux qui parvinrent à se retourner trouvèrent leur route barrée par des animaux abattus, des hommes blessés et la masse compacte de leur propre formation. Chaque effort pour forcer une sortie ne fit que resserrer l'enfermement. Ce qui subsistait de cohésion se fragmenta en tentatives isolées de fuite, de reddition ou de combat à pied. Les insurgés exploitèrent l'avantage avec une détermination sombre. Les pointes de pique frappaient d'abord bas, puis haut, avec une économie de gestes rigoureuse. Un cheval abattu supprimait en un instant la vitesse, la hauteur et l'effet de choc. Un cavalier désarçonné perdait la protection du mouvement et devenait indissociable de la masse qui l'entourait. La pique, tenue à deux mains, n'exigeait ni panache ni virtuosité. Elle exigeait de la fermeté. Dans l'espace confiné des chemins de Tubernering, cette fermeté se révéla décisive. Les récits contemporains comme les analyses militaires ultérieures décrivent l'engagement comme bref, mais dévastateur. Le détachement de cavalerie subit des pertes sévères, avec une proportion élevée de tués et de blessés, très au-delà de ce que le commandement britannique jugeait acceptable pour une patrouille de routine. Les survivants se dispersèrent par petits groupes, abandonnant leur équipement dans leur fuite. Sabres, carabines et harnachements restèrent épars le long de la route, trace matérielle d'une force qui avait cessé de fonctionner comme unité. Lorsque la résistance prit fin, elle ne se conclut pas par une poursuite. Les insurgés ne traquèrent pas les éléments en fuite vers les terrains ouverts où la cavalerie aurait pu retrouver un avantage. Ils se désengagèrent au contraire avec méthode, se fondant de nouveau dans le paysage qui les avait dissimulés dès le début. Les champs retrouvèrent leur immobilité. La fumée se dissipa. La route se vida, hormis les corps, les équipements brisés et le silence qui suit la violence soudaine.
L'importance immédiate de Tubernering ne résidait pas seulement dans le nombre de victimes, mais dans la perception. Une cavalerie d'élite, instrument de l'autorité impériale, avait été écrasée de manière décisive par des forces irrégulières armées en grande partie de piques. Il ne s'agissait pas d'une usure progressive. C'était une destruction. Les présupposés qui guidaient les patrouilles britanniques dans les campagnes irlandaises furent invalidés en une seule matinée. Les rapports remontèrent à la chaîne de commandement, dépouillés d'émotions mais lourds de conséquences. La cavalerie pouvait être piégée. La vitesse pouvait être neutralisée. La discipline pouvait céder dans certaines conditions. Pour les insurgés de tout le Wexford, la nouvelle circula autrement. Elle confirma que la préparation et l'unité pouvaient triompher de la force professionnelle. La pique, que beaucoup considéraient comme obsolète, avait prouvé son efficacité face à l'une des armes les plus prestigieuses de l'Empire. À mesure que les implications de cette réalité se diffusaient, les deux camps ajustèrent leurs attentes, et le conflit entra dans une phase plus brutale, plus intransigeante. L'après-Tubernering se déroula rapidement, mesuré d'abord en rapport et en réaction plutôt qu'en proclamation. Les commandants britanniques durent rendre compte de la perte d'un détachement de cavalerie dans un terrain jusque-là jugé maîtrisable. Les chiffres des pertes, bien que variables selon les sources, indiquaient de manière constante que la majorité de la force montée avait été tuée ou mise hors de combat. Pour une arme habituée à imposer l'ordre avec des pertes minimes, il s'agissait d'une déviation alarmante. Les dépêches officielles insistèrent sur les conditions de l'engagement. Les références aux chemins encaissés, au nombre écrasant des adversaires et à l'attaque soudaine, visaient à présenter la défaite comme circonstancielle plutôt que structurelle. Pourtant, sous ce langage transparaissait une reconnaissance implicite de l'échec des hypothèses de départ. Les patrouilles de cavalerie sans soutien d'infanterie n'étaient plus tenables dans les zones tenues par les rebelles. Les modes de déplacement devaient être révisés. La vitesse seule ne pouvait plus compenser la vulnérabilité. Dans le Wexford, l'impact fut immédiat et viscéral. La destruction de la cavalerie, longtemps redoutée pour sa capacité à frapper rapidement et à punir sans discrimination, modifia profondément le paysage psychologique de la rébellion. Le moral insurgé bondit. Tubernering devint un point de référence, évoqué non comme une légende, mais comme une preuve. Les paysans qui avaient hésité virent désormais la preuve que la résistance n'était pas vaine. La pique, récupérée sur la route puis rapportée dans les champs et les villages, devint à la fois une arme et un emblème. Les réactions britanniques se durcirent en conséquence. Des renforts furent acheminés en urgence dans le comté. Les colonnes d'infanterie remplacèrent les patrouilles isolées. L'artillerie fut avancée pour soutenir les progressions. L'accent se déplaça de la dissuasion vers la répression. Les villages soupçonnés d'aider les insurgés subirent perquisitions, arrestations et, dans certains cas, destruction. La logique du contrôle se substitua à toute prétention résiduelle de retenue. Les récits des milices loyalistes et des unités de Yeomanry traduisent un sentiment croissant d'urgence. La rébellion n'était plus perçue comme un trouble sporadique, mais comme un défi organisé capable d'infliger des pertes sérieuses. Tubernering révéla le danger qu'il y avait à sous-estimer la coordination locale et la connaissance du terrain. Il mit également en évidence la difficulté de distinguer combattants et civils dans un paysage où l'allégeance demeurait invisible jusqu'au moment où elle se révélait. Pour la direction insurgée, la victoire imposa ses propres pressions. Le succès exigeait expansion, coordination et préparation face aux représailles inévitables. La leçon de Tubernering n'était pas que l'Empire fût faible, mais qu'il pouvait être blessé dans des conditions bien précises. Reproduire ces conditions ailleurs deviendrait bien plus difficile à mesure que les tactiques britanniques s'adapteraient. À mesure que la nouvelle de l'embuscade se propageait au-delà du Wexford, sa signification dépassa les pertes immédiates. Elle commença à influencer la manière dont les deux camps concevaient le conflit lui-même, remodelant la stratégie, les attentes et l'échelle de la violence à venir. Les conséquences à long terme de Tubernering dépassèrent largement le chemin où l'embuscade s'était produite, modifiant le caractère de la rébellion et les méthodes employées pour la réprimer. La stratégie britannique en Irlande se durcit en une campagne de force écrasante. La défaite d'une cavalerie d'élite par des insurgés armés en grande partie de pique convainquit les commandants que la clémence et le simple maintien de l'ordre n'étaient plus viables.
La rébellion fut, dans les faits, requalifiée en urgence militaire. Les colonnes d'infanterie commencèrent à avancer en effectifs plus importants, appuyées par l'artillerie et accompagnées de milices loyalistes familières du terrain. La cavalerie, lorsqu'elle était engagée, opérait avec davantage de prudence, servant le plus souvent d'écran à des formations plus larges plutôt que d'agir de manière indépendante. Les routes furent dégagées de façon agressive. Les réseaux d'approvisionnement suspects furent démantelés. La campagne qui avait abrité les insurgés à Tubernering devint elle-même une cible. Les représailles s'intensifièrent. Les rapports contemporains font état de punitions sommaires, d'incendies et d'arrestations de masse destinées à couper le soutien civil. Ces mesures, bien qu'elles perturbassent temporairement les opérations insurgées, approfondirent le ressentiment et renforcèrent l'idée que le conflit était existentiel plutôt que réformiste. Avec le recul, Tubernering marqua le moment où les deux camps abandonnèrent toute illusion d'un engagement limité. Pour les insurgés, l'embuscade devint un point de référence quant à ce qui était possible, mais aussi un rappel des contraintes. Des formations armées de piques pouvaient obtenir des résultats décisifs dans des conditions idéales, mais maintenir de tels succès exigeait une coordination sur des fronts plus larges. À mesure que les forces britanniques s'adaptaient, les occasions d'embuscades similaires se raréfiaient. La rébellion allait bientôt se jouer lors de batailles rangées, notamment à Vingaril, où ni le terrain ni le nombre ne purent compenser l'artillerie et la puissance de feu concentré. Sur le plan psychologique, Tubernering demeura une rupture dans la confiance impériale. L'engagement força les officiers britanniques à reconsidérer leurs hypothèses sur la guerre irrégulière et sur la capacité des populations rurales à organiser une résistance létale. Dans les écrits militaires ultérieurs, l'affrontement fut cité comme la preuve que la cavalerie, malgré son prestige, était vulnérable lorsqu'elle était privée d'un appui interarmes. Pour la mémoire irlandaise, la portée fut plus profonde encore. Tubernering symbolisa un moment où des gens ordinaires, liés par la terre et la nécessité, imposèrent leur volonté à une force conçue pour les intimider. La pique, sortie de l'obscurité, entra dans une iconographie partagée de la résistance. Elle ne représentait pas une supériorité technologique, mais une détermination collective aiguisée par les circonstances. Alors même que la rébellion fut finalement écrasée par une force supérieure, la leçon de Tubernering ne disparut pas. Elle persista dans les rapports, les souvenirs et les chants, façonnant la compréhension du pouvoir et de la vulnérabilité en Irlande bien après que les chants furent rendus à la culture.